Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Donc on se retrouve, mes très chers enchanteurs, pour la suite de l'émission, l'Observatoire en Scorpion avec Maggie et Kat. Nous sommes toujours en live sur radioantasia.fr et ça papote sur le chat, Maggie, c'est merveilleux. Oui, vraiment, on vous lit. Mais là, on se disait, on avait une question, moi puis Kat, qu'on avait envie de vous poser justement parce que là, on parle d'exemples, on parle de nos expériences, du être ensemble et on aimerait beaucoup, si y en a qui ont envie, si vous voulez nous partager votre expérience, on va vous lire et commenter et faire des wow, c'est sûr. Donc, n'hésitez pas. Sur le chat, on est là, on vous lit et on a très envie d'avoir le pouls un peu, quelles sont vos expériences à vous. Et sinon, pendant ce temps-là, il y avait il y a eu un moment dans notre histoire humaine, dans notre jeune histoire humaine, où est-ce qu'il y avait aussi d'autres types de cérémonies ou de communautés. Et si on dit spiritisme, Kat, est-ce que ça t'évoque des scènes de cinéma, de films? Quelques-uns, mais dis-moi, toi, qu'est-ce qui te vient en tête, là? La table qui bouge. Oui, ça a été un moment quand même assez fort au niveau, c'est ça, des médiums, le spiritisme. Ça a été quand même un engouement assez important, je pense, en Europe puis aux États-Unis aussi. Je pourrais pas t'en nommer là, mais j'avais fait un peu de recherche là-dessus il y a quelques années. Où est-ce que, Alan Kardec, il y en a peut-être qui vont, j'ai mon recherchiste personnel qui me sort des noms. Et c'est ça qui parle de spiritisme. Puis, c'est ça, ça a été un sujet, très controversé, mais qui a attiré les personnes curieuses qui avaient envie de sensations fortes, de voir l'invisible à l'œuvre. Je pense qu'essentiellement, c'est ce qui impressionne dans ce genre d'événements-là. Mais c'est ça, j'avais envie d'en parler parce que ça a quand même frappé l'imaginaire collectif. On en voit dans les films. Les photos qu'on peut trouver aussi en noir et blanc sont quand même saisissantes. Donc, c'est ça. J'avais envie de faire un petit aparté là-dessus. Sinon, mis à part, c'est ça, en attendant que vous nous partagiez peut-être vos expériences à ce niveau-là, des événements que vous avez pu vivre avec d'autres personnes, puis qui peuvent aussi donner des idées, des fois, de quoi chercher pour aller à la rencontre de l'autre. On essaie toujours de penser à une plante qui nous inspire et on a pensé à une toute petite plante, toute délicate, qui fleurit, mais qui fleurit avec humilité, avec ses jolies petites pétales blanches. Elle émerge alors même que la neige n'a pas toute fondu et perce même la neige. Donc, c'est de là que vient son nom, la perce-neige. J'avais un petit texte à vous lire, l'histoire en fait de la perce-neige. Laissez-moi prendre ce fameux livre des légendes des arbres et des fleurs et retrouver la page 32 de ce petit bijou de livre. Alors, petite lecture pour vous ce soir. Pourquoi la neige épargne-t-elle les perce-neiges? Toutes les choses avaient déjà leur couleur. Seule la neige n'en avait pas. La terre était brune, l'herbe était verte, la rose était rouge, le ciel était bleu et le soleil était doré. Mais il ne resta plus de couleur pour la neige. La pauvre neige se décida d'aller prier quelqu'un de lui en donner un peu. D'abord, il pria la terre. « Terre, donne-moi un peu de ta couleur brune. »
Mais la terre dormait et elle ne répondait pas. Ensuite, la neige s'adressa à l'herbe. « Herbe, donne-moi un peu de ta couleur verte. » Mais l'herbe était avare et elle faisait semblant de ne pas entendre. Alors la neige continua son chemin et demanda à la rose, « Petite rose, donne-moi un peu de ta couleur rouge. » Mais la rose était orgueilleuse et elle détourna la tête. La neige alla donc plus loin et cria au ciel, « Ciel, donne-moi un peu de ta couleur bleue. » Mais le ciel était loin et il n'entendit même pas la neige. Et la neige dut poursuivre son chemin. Plus loin, elle appela le soleil. « Petit soleil, donne-moi un peu de ta couleur dorée. » Mais le soleil courait sur le ciel sans répondre. La pauvre neige ne put donc faire autrement que de continuer sa marche. À l'orée d'un bois, elle s'arrêta devant une modeste petite fleur blanche. « Petite fleur blanche, donne-moi un peu de ta jolie couleur. » Et la gentille petite fleur répondit, « Pourquoi pas, neige? Prends-en autant que tu veux. » La neige prit alors un peu de sa couleur, et depuis ce moment-là, jusqu'à nos jours, elle est blanche. Et la modeste petite fleur de l'orée des bois s'appelle depuis le Perce-Neige. Ah! Wow. C'est un livre que j'ai trouvé il y a plusieurs années, qui datait déjà à ce moment-là, et qui parle de plusieurs, c'est ça, légendes d'arbres et de fleurs. Je vous en lirai d'autres au courant du printemps. Mm. Vraiment, très beau. Oui. Et quand on a mentionné le personnage, Kat, tu as fait un peu de recherche aussi. Ouais. Il y a quand même plusieurs petites légendes autour de cette fleur-là, tu sais. Puis j'en ai trouvé une qui était quand même intéressante. C'est celle du duel de la fée du printemps et de la sorcière d'hiver. Oh, wow! Ouais, oui, ça se trouve être une. On raconte qu'il y a une sorcière d'hiver là, qui ne voulait pas céder sa place à la fée du printemps. Fait que dans une lutte là, sans merci, la fée du printemps elle a coupé, elle s'est coupée, puis il y a une petite goutte de sang qui est tombée dans la neige. Fait que la neige, le sang s'est transformé instantanément en perce-neige, puis ça symbolisait la victoire de la fée, tu sais. Fait que c'est la seule que j'ai retenue parce que je la trouvais mignonne, puis ça avait aussi une connotation avec les fées et les sorcières, donc avec un petit peu de magie et de fantaisisme. Donc c'est une belle, dont la fée Clochette aussi qu'on sait, hein, la fée Clochette. Oui. Il est aussi inspiré de ces genres de petites fleurs clochettes-là aussi, qui est un peu comme le muguet et puis d'autres petites fleurs blanches anodines. Oui. Donc, voilà. En fait, merci beaucoup. Hein, c'était magnifique. Le poème était très beau. Et mais merci de vos commentaires. C'est même ce que tu racontes, Kat, pour moi, clairement, ça symbolise, le personnage, en fait, symbolise la victoire du printemps. Mm-hmm. N'est-ce pas magnifique, dit comme ça? Très symbolique. Oui, vraiment. À chaque, j'ai un petit spot où est-ce que j'ai quelques personnages. Mais là, je les ai pas vus les dernières années, donc peut-être qu'ils sont plus là. Mais j'ai quelques photos de petits personnages que c'est ça, qu'on voit là, que la neige est là, puis elles ont percé juste à côté. Puis c'est vraiment très beau à voir. Puis elles sont tellement délicates, il faut vraiment être attentif pour les voir. Hein? Elles sont très humbles, ces petites fleurs. Et je ne sais pas si elles ont des qualités autres que d'annoncer le printemps, mais on n'a même pas envie de les cueillir. Et elles sont là, elles doivent rester où est-ce qu'elles sont. Tu sais, c'est comme, ça a tellement été dur, tu sais, d'être la première à fleurir. C'est comme, t'as pas envie de
de l'abîmer, elle est précieuse. C'est ce côté précieux-là de retrouver les fleurs. C'est ça, l'abondance qui arrive, qui est comme précurseur. Donc, c'est ça, il y a quelque chose de très beau au travers de ça. Elle a aussi une petite coque comme un rhizome aussi. Pas un rhizome, mais ouais, c'est ça, comme un petit rhizome qui est comme un bulbe plutôt. Puis c'est ça, il est protégé justement par le gel. Le gel et la neige. Fait que c'est sûr qu'elle est un petit peu précoce comme fleur, mais elle est tellement délicate qu'on. Le seul vert qu'on voit d'elle, il est comme très. Il rappelle le petit vert du printemps, là, tu sais. Oui, c'est ça. Puis elle est toute petite, toute menue. Ouais. Ouais, c'est ça. Tu vois que, tu sais, ça nous fait comprendre aussi, tu sais, si elle aurait été immense, là, comme plante, tu sais, c'est comme si c'était facile, tu sais, de passer au travers de l'hiver, mais non, ça ne l'est pas. Donc, cette émergence-là qui a tout pris, puis elle est elle a quelque chose de robuste au travers de sa délicatesse parce qu'elle elle est quand même charnue dans sa tige et sa feuille. Mais en même temps, c'est ça, la fleur est très délicate, tu sais, on a l'impression qu'elle pourrait tomber facilement. Donc, oui, c'est ça. Petite ode au personnage, si précieux. Et ensuite, ben, après ça, on a les autres fleurs printanières qui arrivent et la couleur et le beau temps et les jardins et tout ça. Mais même avant que le personnage fasse son œuvre, parce que nous, ça devrait prendre un bon mois avant d'en voir une, surtout avec l'épaisseur de neige qui est arrivée au Québec. Mais je ne sais pas, vous, en Europe, comment ça se passe? J'imagine que vous n'avez pas 80 cm de neige, là. À quoi ça ressemble en ce moment? Est-ce que même, je vois Robert qui partage une superbe image des personnages, justement. Wow, c'est un beau petit taillis parce que moi, j'en ai pas autant quand que j'en vois. J'en ai comme 3. Je pense que c'est une plante qui est quand même lente aussi à se propager, vu qu'elle est très hâtive et qu'après ça, elle disparaît. Mais c'est ça. Très beau, Robert. Merci du partage pour qu'on se rappelle à quoi elle ressemble, qu'est-ce qu'on doit chercher dans nos balades. Mais c'est ça. Comment ça se passe en Europe? Est-ce que vous en êtes rendu là? Est-ce que c'est une photo de maintenant, Robert, en fait? Parce qu'il y en a d'autres aussi, de nouvelles petites fleurs qui vont apparaître très bientôt après ces personnages-là. Là, il y a aussi, je ne sais pas si vous connaissez les crocus. Oui. Ouais, les crocus aussi, c'est des belles fleurs qui commencent à mettre de la couleur dans l'espèce de brun grisâtre de la neige qui a fondu à travers la terre, un peu mélangé avec des feuilles mortes et tout ça. Oui. C'est sûr que en dessous de la neige, hein, on trouve toutes sortes de trésors. Oui, tout à fait. Puis le crocus, justement, il est très bas aussi. C'est vraiment, il y a même pas de tige, tu sais. Il y a comme juste ces feuilles qui sortent, puis pouf, la fleur. Il y a même pas de tige. Donc, c'est très impressionnant comme fleur aussi. Et il me semble que c'est pas le crocus, mais il me semble que c'est dans la même famille que la fleur de safran, si je me trompe pas. Ah oui, OK. OK. Puis ici, on parle aussi des fleurs d'amandier, qui sont normalement les premières fleurs à fleurir au moment du printemps. Oui. Et ouais. Dans les calendriers floraux, ils parlent du prunier pour les endroits où est-ce que les pruniers peuvent grandir. Nous, ici au Québec, si on en a, c'est plus saisonné, un peu plus au sud. Mais comme exemple, au Japon, je crois, c'est un moment qui est quand même assez important. Où est-ce que c'est considéré dans les calendriers comme les fleurs de janvier et ou de février dans plus d'un calendrier. Il est mentionné que les fleurs de prunier sont capables d'endurer les derniers gels ou les dernières tombées de neige, donc sont quand même très, 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 très
voyons comment on dit ça. Elles arrivent très tôt dans la saison. Oui. Sont capables d'endurer la fin de la saison précédente. Donc, ça a aussi ça a une connotation de résilience au travers de cet arbre-là de prunier. Donc, les fleurs, c'est ça, ont une symbolique de résilience. Puis il y a aussi beaucoup pas de résistance, mais de quand que les choses se transforment aussi pour résister là, à la température, pour être de plus en plus fort. Je sais pas c'est quoi le terme qu'on pourrait mentionner, mais en parlant de rassemblement puis de plantes en même temps, ça me fait penser à une petite anecdote qu'on a eue cette semaine. Je ne sais pas pourquoi et pour quelle raison que ça a apparu comme ça, mais l'été passé, on avait un nid de guêpes noires. OK? OK, oui. Pas loin d'ici. D'ailleurs, probablement après les structures de la bâtisse ici. Puis, cette semaine, j'ai aucune raison, je connais pas la raison pourquoi, mais il y avait 3 bébés mini guêpes noires dans notre maison. Oh Puis non! pourtant, il fait encore très froid dehors, là. Fait que j'imagine qu'ils ont comme eu quand même une certaine résistance où ça doit être entre les murs, mais tu vois comment est-ce que la nature se métamorphose puis change pour s'adapter. Puis c'est quand même des guêpes, ça l'agit en groupe aussi, hein, tu sais. Fait que on en a vu une, puis après ça, on en a vu 2, 3 autres. Fait que là, on a été obligé de fouiller un petit peu, tu sais, au travers les petites feuilles qu'il y aurait peut-être eu, puis on l'a trouvé, c'était quoi. Mais en même temps, il fait tellement froid que la résistance au froid que ces petites bestioles-là ont, ça m'a vraiment épatée, là. Tu sais, j'ai comme trouvé ça vraiment étrange. Oui, mais c'est comme quand on a eu des redoux, il y a eu un moment qu'on a eu des petits redoux, là, parce que je me rappelle, les enfants, ma fille avait fait un bonhomme de neige avec mon bien-aimé, puis à un moment donné, le bonhomme de neige faisait un peu pitié parce qu'il y avait eu un redoux. Puis je me rappelle qu'on voyait des petits insectes. Tu sais, il y a comme des petits insectes qui volent là, au-dessus de la neige. Je pense que c'est comme des puces de neige, quelque chose comme ça, que j'avais vu déjà. Puis j'étais comme, ben voyons, tu sais. Moi, je passe une nuit dehors, là, je meurs, tu sais. On n'est pas fait fort, les humains, à moins d'être vraiment bien habillés. Puis là, tu vois, ces petits insectes-là qui sont là, puis qui sont juste contents de survivre, là, ou de se réveiller, là. Oui, la nature n'attend pas, hein. La nature est prête. Si nous, on n'est pas prêts, là, elle l'est. Hein? Puis elle n'attend pas après qui que ce soit. Si une plante qui a fini son cycle et que tu n'étais pas là pour l'accueillir, la récolter, mais c'est tant pis, c'est à l'année prochaine. Hein? Tout à fait. Donc, tout à fait. Oui. Et donc, le mois de février et de mars, je trouve que ça sert beaucoup à ça. En tout cas, ici au Québec, peut-être qu'en Europe, vous avez comme un mois d'avance sur nous, mais justement, cette semaine, on a fait l'achat, la commande de nos semences pour pouvoir commencer au mois de mars. Et donc, c'est ça, on est rendu là à imaginer qu'est-ce qui va se passer cet été. Et ça a peut-être fait partie de mon écœurantite de l'hiver un peu, mais en même temps, ça m'a apaisée. Hein, de parler de plantes avec mon bien-aimé. On regardait les deux, là, la liste, puis on se faisait une belle liste. Puis c'est ça, de faire on va faire ça, on va faire ça, on va planter ça, ça. Puis de rêver de récolte de mélisse, puis de certaines plantes. Puis, c'est vrai, j'ai ça, j'ai hâte d'aller voir de quoi ça a l'air dans le jardin. Fait que oui, on rêvasse, puis on se prépare. Puis, mais moi, à chaque année, je suis quand même surprise que ça passe toujours trop vite. Donc, ça sera à faire attention
cette année, j'essaie de m'améliorer à chaque année. Puis tu sais, on parlait de rassemblement tantôt et d'occasion. Je sais qu'il y a des fêtes de semences aussi dans certaines traditions. Oui. Je sais pas où, mais il y a des fêtes de semences. Ça, c'est aussi quelque chose à célébrer puis à souligner, surtout là, les gens se rassemblent ensemble pour prévoir, pour partager des semences, pour des graines qu'ils ont récoltées à l'automne. Puis là, ils s'échangent des graines pour un potager, pour des plates-bandes. Fait qu'il y a aussi des fêtes comme ça qui sont intéressantes au printemps, que j'ai jamais personnellement participé, mais qui sont aussi très actives là, un petit peu partout. Oui, j'ai été une fois à Montréal, ou je pense que je suis allée 2 fois, mais bref, je suis allée au moins une fois. À Montréal, il y a la fête des semences et ça se fait au jardin botanique. Et donc, comme dans l'entrée principale du jardin botanique, là, il y a plein de semenciers. Il y en a qui viennent de Ontario, puis tu peux aller trouver là des espèces de plantes vraiment rares. Pour les collectionneurs de tomates, là, c'est un paradis de semences de tomates de toutes les sortes que tu veux. Donc, pour donner un exemple, mais c'est ça, j'étais allée là. Il y en avait du monde, mais c'est pas évident parce que j'ai été déçue à certaines semences qui n'avaient pas très bien fonctionné. Mais bref, tout ça pour dire, oui, il y a des trucs comme ça. Puis dans mon petit patelin, c'est ça, moi j'ai fait ma commande là, toute seule là, avec mon conjoint. On a fait ça à la maison, puis on a envoyé ça à notre ami qui a la boutique à laquelle ça se faisait, mais eux, ils avaient fait justement, en fait, semaine passée, un samedi comme de fête des semences. Fait tu pouvais aller là, tu pouvais amener tes semences que tu avais, tu pouvais en échanger, puis tu pouvais commander au jardin de l'Écoumène pour faire comme une commande tout ensemble. Tu sais, à place qu'on commande tout chacun de notre côté, qu'on paye tout 20 $ pour se le faire envoyer à la maison, ça va tout à la boutique. Puis on s'évite ce frais-là, puis ça nous fait faire un petit tour à la boutique aussi en même temps, qui est une petite bibliothèque, pas une bibliothèque, mais une petite librairie indépendante et une petite boutique de produits de la région. Donc, ça me donne l'occasion aussi d'aller faire des petites emplettes si on veut. Puis sinon, c'est ça, c'est quand même encourager local. Quelque chose qu'on se met à encourager. Ainsi, dans le temps de la COVID, on encourageait les achats locaux pour plein de raisons. Il se retrouve on se retrouve un peu dans la même énergie ces temps-ci. Pour d'autres raisons. On n'ira pas plus loin dans ce sujet, mais ça nous rappelle quand même de l'importance de faire attention à notre communauté. Je pense que c'est essentiellement ce que ça nous rappelle. C'est de pas tourner le dos à notre communauté dès que ça va mieux, mais de continuer à supporter nos communautés, nos artisans, nos créateurs, nos agriculteurs. Dans chaque région que j'ai visitée, peu importe où est-ce que je suis allée, il y a toujours des produits du coin. Il y a toujours des communautés vraiment chouettes, des personnes qui ont des super de bonnes idées. Il y en a dans toutes les communautés, puis je pense que ça vaut la peine à la hauteur, évidemment, du portefeuille qu'on a. On n'a pas tous le même portefeuille, n'est-ce pas? Mais de faire attention à ces gens-là qui font la différence puis qui fait que nos communautés sont belles et diversifiées et offrent des produits de qualité. Donc, prenons ce moment pour faire, pour faire une petite reconnaissance à toutes ces personnes qui s'efforcent que chacun puisse trouver quelque chose d'original dans sa communauté. Il y en a beaucoup, et tout se fait
à petite échelle, n'oublions pas ça aussi. Donc, ouais, respecter ce rythme-là de la petite échelle. Je pense que de la proximité, je pense qu'en tant que pratiquant, en tant que personne spirituelle, qui sont, où est-ce qu'on est bien aguerri des intentions, de comment tourne la nature, de la puissance des cycles. Et donc, on est conscient de tout ce que ça implique pour toutes ces personnes-là qui se donnent corps et âme dans une mission. Et donc, c'est ça. Soyons porteurs de ça à notre manière aussi. C'est une manière de préserver cette magie-là du savoir-faire humain. Donc, oui, j'aime ce que je viens de dire. Notre savoir-faire humain, ne laissons pas ça à des machines. Notre savoir-faire, c'est pas à faire des machines, c'est à fabriquer nous-mêmes. C'est là que la magie opère. C'est là qu'on fait des choses incroyables, qu'on met notre touche personnelle. C'est là qu'on a des idées saugrenues, originales. Tu sais, c'est ça, c'est là, tu sais, on peut faire des chandails, on peut les faire par une machine, mais la machine, elle n'aura jamais l'idée géniale de faire un chandail d'une telle manière unique, de rajouter le petit quelque chose qui fait que ce chandail-là, il n'est pas pareil comme les autres. Puis on peut parler de n'importe quel item, de n'importe quel service ou produit. C'est comme ça. C'est ça, on peut extrapoler ça à n'importe quoi qu'on consomme autour de nous. Donc, c'est ça. Petite ode spontanée à nos créateurs, puis aux gens qui supportent la création aussi. On n'est rien s'il n'y a pas personne pour nous supporter. Donc, c'est ça, c'est un plaisir partagé entre le créateur et la personne qui encourage le créateur, la créatrice, l'artisan, l'artisane, le cuisinier, la cuisinière, l'agriculteur, le fromager, name it. Toutes ces personnes qui président des cérémonies, comme je m'en vais à la rencontre d'une cérémonie de cacao, il y a des personnes qui ont créé ça. On peut parler de Demoiselles étranges, on est créatrice de contenu, on se met le cœur sur la table pour partager des choses, des ressentis, des expériences au travers de ce projet-là. Même la Radio Antasia, on pourrait juste écouter la radio qu'on nous présente à tous les jours, mais il y a des gens qui sont portés par des missions puis qui vont faire quelque chose de différent parce qu'on en a besoin puis que ça fait du bien au cœur. Donc, mon Dieu, Kat, as-tu quelque chose à rajouter? Pas tellement, non, mais je voudrais dire que malgré tout ça, on peut aussi voir l'espèce de petite étiquette si populaire, là, fabriquée avec amour. Ah, oui. Ben Quand oui. on veut offrir quelque chose qu'on a fait nous-mêmes, tu sais, puis qu'on a mijoté nous-mêmes, qu'on a fait macérer nous-mêmes, puis qu'après ça, qu'on veut partager, tu sais. Fait que on voit ça souvent dans certaines occasions, avec une petite étiquette bien emballée, fabriquée avec amour. Donc, on en conclut que la personne l'a fabriquée elle-même. Oui. Puis que ça se trouve être, c'est ça, il faut être créatif. Il faut être créatif, mais il faut aussi avoir l'inspiration selon la situation, puis selon l'occasion. Donc, c'est bien aussi comme tu comptais tantôt, de se réunir pour fabriquer des choses, faire de l'artisanat. Je parlais de rassemblement aussi tantôt là, avec les graines là, de semences, mais il y a des jardins communautaires aussi, ça fait des belles rencontres, ça fait des échanges de services, des échanges de services. C'est ça aussi. Oui. Alors, ça fait toute la différence là, de faire ça en communauté. Là. Exactement. Puis, tu sais, des fois, on est très dur avec soi. Hein? Ah, je suis pas bon à faire ça. Ah, ça a l'air difficile. Ah, moi, j'ai pas ce talent-là. Ben, des fois,
un petit peu comme tu disais, les semences, moi, je suis pas très bonne là-dedans, mais jardin communautaire, aller à la rencontre et apprendre. Ça prend du temps à apprendre, ça prend du temps à être habile de nos mains. Et je pense qu'au lieu de se dire, c'est sûr que des fois, faisons une parenthèse, c'est sûr que des fois, on peut se dire, bon, je l'ai déjà essayé, je suis vraiment pas bonne là-dedans, on met ça de côté. Ça, c'est correct. T'sais. Mais il y a certains moments, il y a certaines choses que des fois, on est comme je suis pas bon. C'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment essayé. Mais on peut le voir d'une autre manière, comme une espèce de moteur à faire. Crime, ça, je pourrais peut-être faire un effort puis essayer de l'apprendre. Faisons un vrai essai. Commettons-nous, se commettre. Ça, c'est quelque chose aussi auquel les réseaux sociaux nous briment, dans le sens que, au lieu d'essayer de faire de la broderie, par exemple, je regarde des madames très talentueuses avec des beaux ongles brillants colorés, avec des petits diamants dessus, faire de magnifiques broderies. Et puis, je passe à autre chose. Mais, sans les ongles, on pourrait peut-être se commettre à s'essayer à faire nous-mêmes de la broderie. J'ai des petites pièces de broderie à la maison. J'en ai même retrouvé une hier que j'ai partagée sur ma page artisane. Puis, je regardais ça, puis j'étais comme, mais wow! J'ai fait ça. Je regarde ma petite pièce. Je me suis fait une petite pièce toute broderie en ardenniguère. Puis c'est un petit coussinet où est-ce que je mets mes aiguilles puis tout ça. Puis des fois, c'est comme rendu très fonctionnel, puis il est quand même dans mon univers quotidien. Mais des fois, je le regarde, puis je m'approche le nez pour voir s'il sent encore la lavande, parce que j'avais mis des fleurs de lavande dedans, puis il sent encore. Donc, c'est comme s'entourer tranquillement d'objets, de choses comme ça qu'on fait, de nos essais puis de nos erreurs. Puis c'est correct. Mais se commettre, au lieu de juste regarder, de scroller, puis je vous dis ça, et même si je suis artisane, il m'arrive des fois de me faire attraper aussi et de scroller. Mais à un moment donné, je fais comme, hey, j'ai une broderie qui m'attend. Je pourrais peut-être faire ça à la place de scroller puis regarder les beaux ongles, faire de la belle broderie, tu comprends? Donc, oui, là, il y a Robert, il ne veut pas qu'on oublie nos amis vignerons, tout à fait. Et oui, comme tu dis, Kat, on a quand même quelques vignobles intéressants au Québec. Il y a un bon vin bio que j'aime bien déguster qui est même en épicerie. C'est celui que j'achète même en épicerie qui me donne pas mal à la tête parce que je suis rendue là dans ma vie. Certains vins me donnent mal à la tête. Mais oui, puis des brasseurs aussi. Beaucoup de brasseurs maintenant au Québec. Quel est le vin que tu... Je me rappelle pas du nom. Sur le bouchon, c'est un bouchon qui se dévisse, puis le bouchon, il est comme ligné noir et blanc. C'est le seul que cette sorte de bouchon-là. On trouve en épicerie, puis il me semble qu'il est biologique. Mm-hmm. Ouais, fait que eux aussi, malgré les températures qu'on a ici, ils réussissent quand même à faire, il y a beaucoup d'efforts là derrière l'artisanat là, puis les artisans là, il y a pas juste moi je décide de faire un objet, mais il faut aussi trouver la matière, il faut trouver la façon de le faire, il faut s'installer, il faut trouver les outils. Je sais qu'il y a pas toujours tout le temps besoin d'une tonne d'outils, de plusieurs outils, mais il faut quand même mettre l'effort pour le faire. Donc, souvent, c'est ça qui nous manque, c'est l'effort de. Mais c'est de toute beauté quand on regarde les résultats aussi des choses artisanaux qu'on peut voir autour de nous, là, puis tout près de nous aussi. Là, oui. D'encourager ça. Puis, tu sais, quand que tu achètes un produit qui est fini, tu le regardes, puis tu fais « wow, je le veux »,
ben derrière ça, hein, il y a quand même, tu sais, il y a de l'expérience. Je suis pas certaine que, tu sais, quand tu achètes une paire de boucles d'oreilles qui a été faite par une artisane ou un artisan, que sa première paire de boucles d'oreilles devait avoir des erreurs dedans. Tu sais, la personne a dû apprendre des petites techniques pour que ce soit beau puis que ça tombe bien. Puis ça, c'est des choses qu'on pense pas nécessairement. On se dit, je peux acheter ça puis faire la même chose, mais au final, oui, tu peux venir à faire la même chose, mais ce sera pas du premier coup. Tu sais. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui. C'est comme le jardin. Malgré que j'en ai fait beaucoup dans ma vie, j'ai certaines plantes que j'arrive comme pas à avoir des beaux résultats, comme de la betterave. J'ai jamais réussi à avoir des belles grosses betteraves. Allez savoir pourquoi. Il y a quelque chose que je fais pas correct. Oh là là. Ben, ouais. D'après moi, ça va avec l'expérience puis avec certains tests. Mais c'est ça, là, on peut pas être doué dans tout non plus, il faut choisir nos batailles. Oui, exactement. Puis des fois, ben, c'est peut-être juste une question de l'emplacement, c'est une question de quand est-ce qu'on l'a planté, qu'on a mis les semences, des fois, c'est juste une petite affaire qu'il faudrait changer ou peut-être juste prendre un petit peu plus soin du sol. Il y a plein de raisons qui peuvent faire que. Mais c'est ça. Si je veux vraiment des betteraves, comme là, je me suis dit cette année que j'allais lire un petit peu plus sur la betterave parce que j'aimerais vraiment ça, en avoir dans mon jardin. Je vais m'appliquer, je vais faire des choses que je trouve faciles, puis je vais relire un petit peu plus sur cette plantation-là pour essayer de la réussir. On se donne des petits défis comme ça. Hein? Est-ce que il existe sûrement des groupes ou des réseaux ou des rencontres sur le jardinage? Ah, ben Facebook en a assurément. Mm-hmm. J'ai pas mal de livres aussi sur le sujet, mais c'est ça, c'est comme ce sera visité. On est rendu là, en fait, en février, c'est de prévoir ce qui s'en vient. Donc, ouais. J'aurais une autre histoire à vous lire, si vous le permettez. Une dernière histoire d'hiver, parce que la prochaine fois qu'on se rencontre, ce sera à l'équinoxe, si je ne me trompe pas. Donc, nous serons officiellement au printemps. On pourra parler des fleurs printanières et tout ça. Mais là, une dernière histoire d'hiver. Ça vous convient? Oui. Et on va presque terminer là-dessus parce qu'elle est un petit peu plus longue que la première histoire, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine de l'écouter. Alors, ça s'intitule « La petite fleur bleue du château de glace », très à propos. Dans ce jardin lointain, d'où souffle la bise, vivait jadis un berger avec sa femme et ses enfants. Tous les matins, le berger menait paître son petit troupeau et sa femme restait chez elle et s'occupait des enfants de la maison. Mais ils avaient beau travailler tous les deux de leur mieux, très souvent, ils n'avaient rien à se mettre sous la dent. Ce pays était pauvre, rien que des rochers et des montagnes, et ces montagnes retenaient la neige toute l'année. Elle étincelait au soleil comme un amas de pierres précieuses, et le berger la contemplait durant des journées entières, jusqu'à en avoir mal aux yeux. Quelle beauté, se disait-il souvent. Et que ça doit être beau au-delà de ces montagnes et de cette neige éternelle. Peut-être y a-t-il un pays où règne l'éternel été et où les gens ne manquent de rien. Un jour, je m'y rendrai. Je vous fais un petit aparté, parce que cette petite phrase, cette pensée que le monsieur se donne, me fait penser à quand j'étais petite. On était entourés de forêts et de champs agricoles. Oui, je vois une petite image de la Reine des Neiges
Mais ça va ailleurs, inquiétez-vous pas. Puis je me rappelle, quand j'étais petite, des fois, je regardais la forêt, puis je m'imaginais marcher longtemps, où est-ce que j'arriverais. Je m'imaginais arriver dans une forêt inconnue. Mais dans les faits, j'arriverais à Sainte-Anne-des-Plaines, qui est un petit village qui est au bout des champs agricoles et des forêts. J'arriverai à Sainte-Anne-des-Plaines, mais dans mon imaginaire d'enfant, j'allais à la rencontre des fées, des elfes et des ours et c'est ça, de la forêt inconnue. Donc, ça m'a fait sourire, ce petit aparté. Je continue. Et le brave berger se le répéta tant de fois qu'un beau jour, il le fit réellement. Il confia le troupeau à son fidèle chien et la canne à la main. Il se mit en route pour la montagne. Le sentier serpentait toujours plus haut, traversant d'abord les prairies, puis la région des arbustes. À la fin, il n'y avait plus que la pierraille et les rochers abrupts. Les jambes douloureuses, le berger peina ainsi toute la journée, mais la neige éternelle était encore bien loin. Ce fut seulement à la tombée de la nuit, lorsqu'il leva les yeux, qu'il aperçut soudain devant lui un haut château blanc, fait de neige et de glace. On entend quasiment la chanson Libérée. Mais non. Il brillait au soleil couchant comme s'il était en argent et en or. Au milieu se trouvait une porte richement décorée et derrière elle s'ouvrait une longue et sombre galerie. Le berger s'y enfonça courageusement et la galerie le mena dans une grande salle pleine de clarté. Ses murs étaient faits de pur cristal. Le plancher était d'argent et le plafond d'or. Au milieu de la salle se tenait debout une belle dame, vêtue d'une robe légère comme la brise. Elle portait sur la tête une couronne de gouttes de rosée et à la main, elle tenait un bouquet de belles petites fleurs bleues. De sa vie, le berger n'en avait jamais vu de pareil. Cette dame était la reine des fées. Un grand nombre de belles jeunes filles, ses servantes, l'entouraient. Quand le berger vit toute cette beauté et toute sa splendeur, il en resta muet et tomba sur les genoux devant la reine. La reine des fées sourit au berger et d'un gentil signe, elle le fit lever en disant « Sois le bienvenu dans mon palais, brave homme. Il y a bien longtemps qu'un être humain est venu nous rendre visite. Tu mérites pour ta persévérance et pour ta peine une récompense. Va et choisis dans mon château ce que tu veux. Je te donnerai de l'argent, de l'or et des pierres précieuses autant que tu pourras en porter. » Le berger restait là, ne sachant s'il veillait ou s'il rêvait. Il regarda autour de lui et puis il dit « Merci, reine, mais si tu me laisses choisir, donne-moi alors ces quelques petites fleurs bleues que tu tiens à la main. » Là-dessus, la reine des fées sourit gentiment et dit « Tu as bien choisi, berger. Ces fleurs sont ce que j'ai de plus précieux. Les voilà. » Et elle tendit au berger son bouquet. À peine le berger avait-il pris le bouquet de petites fleurs bleues dans ses mains que tout s'obscurcit soudain devant ses yeux. Lorsqu'il rouvrit les yeux au bout d'un instant, la grande salle, avec la belle reine et les fées, avait disparu. Il se trouvait au pied du mur blanc de la neige éternelle et dans la vallée au loin, il aperçut les toits de son petit village natal. Le bouquet de fleurs bleues à la main, le berger se mit à courir vers son troupeau, mais il ne le trouva pas au pâturage. Où a-t-il bien pu s'égarer, s'inquiéta-t-il, et en courant, il partit pour sa maison. Quand il ouvrit la porte, sa femme s'effraya comme s'il était un revenant. « C'est toi, mon mari? Mais où étais-tu toute cette longue année? On a déjà pleuré ta mort. » Alors seulement à cet instant, le berger comprit que le moment passé dans le château des fées avait duré toute une année. Et au cours de cette année, presque tout son troupeau avait disparu. Comme il n'y avait plus de maître pour le garder, les loups l'avaient emporté. « Dieu nous l'a donné, Dieu nous l'a repris, » dit le berger en soupirant. Mais ensuite il se ragaillardit. « Comme je n'ai plus de moutons à sortir au pâturage, je vais m'occuper du jardin et j'y planterai ces belles petites fleurs. » Et il montra à sa femme le bouquet que la reine lui avait donné. Les petites fleurs bleues plurent tout de suite à la femme du berger.
Le soir, le berger planta dans le jardin derrière la maison quelques fleurs de la reine des fées et le lendemain matin, les petites fleurs bleuissaient partout dans le jardin et même dans le jardin voisin. Le berger et sa femme furent tous étonnés à la vue d'un tel miracle et ils s'étonnèrent encore plus quand, tout à coup, une belle dame vêtue d'une robe légère comme la brise, portant sur sa tête une couronne de gouttes de rosée, apparut devant eux. Elle leur dit: « Cette petite fleur est non seulement belle, braves gens, mais elle est aussi utile. Si vous vous en donnez la peine, elle vous habillera et tous les pauvres avec vous. » Et puis elle expliqua au berger et à sa femme ce qu'il fallait faire pour filer cette petite plante frêle au fin fil, et pour en tisser ensuite une toile blanche comme la neige. Avant que le berger et sa femme aient pu remercier la reine des fées, celle-ci se dissipa dans l'air comme un flocon de neige. Cependant, ses bons conseils leur restèrent. Depuis ce temps-là, le berger sema à chaque printemps les graines de cette petite fleur bleue dans son champ. Chaque hiver, sa femme filait un fin fil pour tisser la toile blanche comme la neige. Ils l'apprirent aux gens de près et de loin, et c'est ainsi que le lin resta parmi les hommes pour toujours. Et c'est ce que je croyais, c'était le lin. Oui, écoute, oui. J'ai pas tout lu, c'est les mythes dans ce livre, et quand que je l'ai lu hier, ça a comme fait une belle révélation. J'étais comme, mon Dieu, le lin. Moi qui adore le textile. Et en France, c'est quand même, le lin est encore très vivant. Donc, j'espère que vous avez aimé cette petite histoire d'hiver et de lin, en plus, de petites fleurs bleues. Et donc, il est 4h51. Est-ce qu'on avait quelqu'un qui avait partagé quelque chose, une expérience? Robert fait des petites blagues taquines. Oui, c'est très beau, hein, Alina, la petite fleur bleue. Et pensez-y un instant, dans la nature, la couleur bleue est quand même rare. Donc, il y a quelque chose de magique avec cette couleur. Et donc, une fleur porte cette couleur aussi, quelque chose de très précieux. On comprend, on dirait, dans notre ADN qu'il y a quelque chose d'important que cette fleur va avoir, tu sais, à cause de cette couleur qui est rare dans la nature. Le bleu roi, oui, vraiment, vraiment. J'en sème chaque année du lin. Je pense que l'année passée, j'ai pas eu le temps de le faire, mais sinon, à chaque année, j'en sème pour en filer, justement. Oh, wow, OK. Est-ce que tu en fais? Tu en files? Oui? Oui. Là, j'ai pas eu le temps dans les 2 dernières années, mais j'ai une petite botte qui est comme prête à filer qu'il faudrait que je fasse. Mais c'est ça, je travaille à temps plein et j'ai des enfants, donc il me reste pas beaucoup de temps, mais tu vois, comme aujourd'hui, je filais de la laine, mais j'ai un projet c'est ça, de lin, où est-ce que j'aimerais faire une pièce reconstituée, donc du lin que j'aurais fait grandir et que j'aurais filé et que je vais tisser par la suite. C'est un souhait là, de me rendre à faire tout ça. C'est ça, du début à la fin pour la reconstitution historique. Puis c'est ça, avoir quelque chose qui est fait entièrement là, de mes mains. Et au Québec, c'est quelque chose qui devient assez populaire, le lin. J'ai un groupe Facebook justement sur cette plante et sa culture parce qu'il y a des gens qui s'y intéressent. Et tu sais, je parlais un peu plus tôt du jardin de l'Écoumène. Non, mais c'est pas eux, je pense, qui s'occupent de ça, mais il y a une petite entreprise québécoise de semenciers qui se sont donné comme mission de préserver les semences de lin qui sont plus
du patrimoine québécois le plus possible. Donc, j'ai une amie qui participe, 2 amies maintenant qui participent à ça. Donc, tu vas cultiver le lin pour le semencier, puis eux autres, ils vont récolter les semences, puis toi, ensuite, tu peux garder le lin et le transformer et tout ça. Donc, c'est ça, c'est des petites choses qui se passent du côté québécois. Mais je sais qu'en France, en fait, c'est de là que vient le lin du Québec. Hein? Ça vient de la France, ça vient de la colonisation française. Donc, le lin est aussi très important, je pense, en Europe, même que ça nous vient même de l'Égypte. En Égypte, il y a apparemment qu'on avait une très fine connaissance du lin de haute qualité. Et donc, mais je sais qu'il y a des filatures ou des endroits où est-ce que le lin est encore présenté en France et qui est, c'est ça, pour préserver ces savoirs ancestraux-là et le comment le transformer aussi. Oui, parce que ça doit être quand même assez délicat parce que c'est pas très gros comme fleur, là. Puis comme tige, là, ça devient comme très, très fin à travailler. Alors, ça doit demander une certaine connaissance. Oui, quand même. Puis pour moi, le lin, c'est comme une plante un peu anarchiste, dans le sens qu'elle se laisse pas transformer facilement par la machinerie. C'est ce qui fait qu'on a probablement plus de coton dans les magasins, hein, les t-shirts et tout ça, que de lin. Parce que le lin demande une certaine expertise et n'aime pas trop la machinerie. Il y a certaines choses qu'on peut faire à la machine, mais c'est très limité. Ça prend quand même toujours une supervision humaine au travers de ça à cause du rouissage. Ça, c'est un peu c'est comme faire vieillir les tiges de lin pour que la fibre se libère comme du bois de la tige. Ça se fait pas juste en la laissant sécher, ça prend un rouissage, donc il faut que ça soit en contact avec l'eau pendant un certain temps. Il faut pas que ça soit trop long non plus, donc c'est comme à surveiller tout le temps, tu sais. Donc, juste à cause de ça, ça la rend un peu plus difficile à faire, à fabriquer, à transformer par la machinerie. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est pas des t-shirts en lin qu'on porte, c'est des t-shirts de coton. Ouais. Oui, donc, mais je pense que d'encourager la fabrication du lin, ben, c'est aller justement dans le sens du patrimoine, dans le sens aussi de l'anti-consommation à outrance. Donc, à mon avis, c'est comme c'est un symbole honorable face à c'est ça, à notre manière de consommer aujourd'hui. Alors, c'est ça, ode au lin, par le fait même, pourquoi pas. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Ben, ça fait plaisir. Donc, wow, on a déjà passé 2 heures ensemble et on a parlé de beaucoup plus large que qu'est-ce qu'on pensait. Hein, j'adore ces sentiers inconnus dans lesquels on met nos pieds et on se retrouve complètement ailleurs. Mais tout est dans tout, comme on dit. Donc, voilà. C'était notre... Oui, ça passe vite, Alina. Donc, merci. Merci à tous. Merci de vos belles présences sur le chat. Ça a été un vrai plaisir. Robert m'a fait sourire plus d'une fois, je tiens à le souligner. Et bonjour à l'Amstramgram. Je pense que c'était la première fois que vous étiez peut-être avec nous, à moins que vous ayez un autre nom sur l'ancien chat. Mais c'est ça. Ça a été super agréable de vous voir, de vous lire, de vous partager ce beau contenu qu'on a fait pour vous. Kat, merci de ta belle présence, comme toujours, de tes partages qui sont toujours illuminants, j'invente un mot, pour moi et pour ceux qui nous écoutent. Alina, merci beaucoup pour cet espace, encore une fois. Et le beau upgrade du chat, le chat est vraiment beau. Fait que merci à tous. Je vous souhaite une belle fin d'hiver,
un beau début. On se voit à l'équinoxe, en fait. Alors, bonne fin d'hiver à tous. On va partager dans les prochaines semaines, dans les 2 prochaines semaines, de quoi on va vous parler à l'équinoxe. Pour l'instant, on n'en a aucune idée. Mais ça sera tout aussi intéressant que chaque fois, je pense. Bien sûr. Alors, passez une belle fin de soirée et de journée. Puis, on se retrouve dans 4 semaines. Au revoir. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.